Merci beaucoup, messieurs les modérateurs. Mesdames, messieurs, bonjour. Donc voilà, je m'appelle Jean-Pierre Frache, je travaille à Poitiers dans le service de médecine intensive réanimation. Et donc je vais aborder le problème de prévenir l'intubation de ces patients qu'on a connus ces derniers mois. Voici mes liens d'intérêt, donc notamment avec Fischer-Paykel, qui est le distributeur fabricant de l'oxygénothérapie à haut débit, qui nous a donné des équipements pour des études randomisées et des bourses aussi pour ces études et desquelles j'ai reçu personnellement de l'argent pour des conférences, notamment à l'étranger. Donc en effet, on s'est aperçu tous que ces patients atteints de pneumonie à SARS-CoV-2 aboutissaient souvent à une prise en charge invasive. Et quand on regarde les études rapportées françaises, pour la première que vous voyez sur le tableau, italienne ou américaine, on peut voir que le taux d'intubation est très élevé et varié de 60 jusqu'à 80%, et que les alternatives à l'oxygène standard, puisque c'était le traitement de première ligne, finalement n'étaient pas très fréquemment utilisées, avec une tendance à un peu plus d'oxygénothérapie à haut débit en France, comme vous pouvez le voir, dans 19% des cas, et puis de ventilation non invasive en Italie, dans 11% des cas. Et en effet, on voit qu'il n'y a pas d'uniformité dans l'utilisation de ces alternatives à l'oxygénothérapie standard, parce que, en tout cas, l'année dernière, les recommandations des différentes sociétés savantes qui sont là sur ce tableau, également avaient des propositions qui étaient divergentes, tantôt pro l'utilisation de l'OHD et puis d'autres fois plus sur la VNI. Et ça peut se comprendre, l'OHD faisait peur en raison du possible risque de dispersion des particules virales, ce qui a été démontré par la suite, qui n'était pas plus important qu'avec les autres techniques d'oxygénation. Donc en fait, qu'est-ce qu'on attend du meilleur traitement non invasif chez un patient en détresse respiratoire aiguë hypoxémique, et notamment en cas de Covid? D'abord, un bénéfice individuel en termes de confort, être sûr qu'il puisse tolérer le traitement pour en avoir tous les bénéfices, un bénéfice en termes de amélioration de l'oxygénation, et puis également de décharge du travail respiratoire et notamment des efforts respiratoires, tout ça pour éviter l'intubation et la mortalité qu'on sait être plus élevée chez les patients intubés. Mais il y a également un bénéfice collectif, puisque si on peut réduire cette intubation à la ventilation mécanique, on va économiser les ressources de réanimation en termes de ventilateurs et de lits. Mais il faut se poser peut-être d'autres questions. Est-ce que trouver le meilleur support d'oxygénation dans la pneumonie à SARS-CoV-2, ce n'est pas la même question que trouver le meilleur support d'oxygénation dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique qu'on connaissait jusqu'à présent, ou en tout cas qu'on a pratiqué jusqu'à présent. Et puis, une autre question, c'est quand commencer le traitement? Est-ce qu'il faut le commencer très précocement parce que c'est des patients très hypoxémiques? Et puis quand l'arrêter, ne pas retarder l'intubation qui a été décrite parfois comme étant associée à un risque de surmortalité. Donc, on va rentrer d'abord par le prisme de l'insuffisance respiratoire aiguë de novo, c'est-à-dire la pneumonie bactérienne dans la plus grande fréquence des cas. Et là, je vous présente une publication récente d'une méta-analyse avec une analyse bayésienne. Ne me demandez pas comment on fait des questions sur la méthodologie, c'est assez complexe, mais elle aboutit à certaines réponses, et notamment dans la comparaison des différents supports non invasifs quant à leur efficacité en termes d'intubation et de mortalité. Regardons l'intubation ici, et vous pouvez voir que finalement, les auteurs concluent que la ventilation non invasive au masque et l'oxygénothérapie à haut débit sont des méthodes qui permettent de diminuer ce risque d'intubation. Ça reste significatif en termes statistiques, mais le niveau de preuve reste bas.
Et en ce qui concerne la mortalité, eh bien, on aboutit à peu près aux mêmes choses, avec un peu moins de certitude sur l'oxygénothérapie à haut débit, mais bon, ça réduirait la mortalité avec un niveau de preuve là encore un peu bas. Et puis si vous lisez un peu toutes les lignes, on voit que commencent à émerger d'autres techniques, d'autres supports non invasifs tels que la ventilation non invasive via le helmet, mais là vraiment très peu d'études et vraiment des niveaux de preuve très faibles. Alors moi, je suis embarrassé avec ce côté, cette proposition concernant la VNI, puisque ça rentre un peu en contradiction avec certaines conclusions des recommandations précédentes. Alors là, je vais revenir sur la publication d'il y a 3 ans, sur recommandations d'experts internationaux sur l'utilisation de la VNI, notamment dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, avec un recueil de toutes les études qui sont dans ce domaine. Et vous voyez, bon, en ce qui concerne l'intubation, on arrive à peu près aux mêmes conclusions. Il semble que la ventilation non invasive, dans ce topic, réduise l'intubation. Mais en ce qui concerne la mortalité, on n'a pas du tout les mêmes conclusions, comme vous pouvez voir en bas. On dépasse la ligne du 1, donc en effet, entre VNI et oxygène standard, la diminution du risque de mortalité est vraiment très incertaine. Et comment expliquer ces résultats un peu différents? Eh bien, c'est probablement sur le choix, et c'est sur le choix des études qui rentrent dans l'analyse. En tout cas, la recommandation de ces experts en 2017, et ça n'a pas évolué depuis, c'est on ne peut pas faire de recommandations pour ou contre l'utilisation de la VNI dans l'insuffisance respiratoire aiguë de novo ou hypoxémique. Donc finalement, on reste avec la question qu'on défend depuis quelques années, c'est quel est le meilleur traitement? Peut-être pas la VNI, mais entre l'oxygène et l'oxygénothérapie à haut débit, ça reste à déterminer. Alors maintenant, focalisons-nous et rentrons dans le prisme de l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique secondaire à la pneumopathie à SARS-CoV-2. Il y a déjà une différence par rapport à la pneumopathie bactérienne, et on l'a vécu, c'est ces patients qui ont un écart entre la profondeur de leur hypoxémie et les manifestations cliniques. On a tous vu des patients qui arrivaient aux urgences avec 70 de SAT, qui disaient que ça allait bien, ils n'étaient pas tellement dyspnéiques. On leur mettait de l'oxygène, ça ne changeait pas grand-chose, mais bon, nous, on était rassurés, déjà, c'était bien. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le concept de silent hypoxémia. Et là, il est bien expliqué dans cette revue. Et il s'explique comment? Bien sûr, par des anomalies parenchymateuses, avec l'œdème, la télectasie, mais également avec des phénomènes de microthrombie dus à des phénomènes inflammatoires dans les vaisseaux, et puis la perte de la régulation de la perfusion pulmonaire. Et donc, au début, peut-être de l'attente, on a cette hypoxémie silencieuse, et puis rapidement, le malade va évoluer vers des signes cliniques de détresse respiratoire qui vont aboutir à l'intubation, à la ventilation invasive. Alors, vous allez me dire, oui, bon, on l'a vu, mais est-ce que ça existe vraiment? Eh bien, alors, je me suis amusé à prendre la population de 2 études. L'étude que nous avions menée dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique en 2015, enfin publiée en 2015, puisqu'elle avait commencé bien avant, en 2010, donc des patients de l'étude Florali, on avait comparé donc 3 méthodes d'oxygénation, mais regardons simplement les caractéristiques cliniques de ces patients. Donc à l'inclusion, donc sous oxygène au masque à haute concentration, vous avez une fréquence respiratoire environ à 33 cycles par minute, avec un rapport PaO2 sur FiO2 environ aux alentours de 160. Et puis dans l'étude publiée il y a quelques mois de Grieco, l'étude italienne sur les patients atteints de pneumonie à SARS-CoV-2, à l'inclusion, on voit des patients plus hypoxémiques, 105 de rapport PaO2 sur FiO2, mais moins polypnéiques, avec une fréquence en moyenne, ou en médiane, aux alentours de 28 cycles par minute. Donc on voit bien qu'il y a un comportement un petit peu différent, dans l'expression clinique en tout cas, de ces patients atteints d'une pneumonie à SARS-CoV-2. Donc maintenant, la question, c'est quelle est la meilleure technique d'oxygénation? Une des questions en tout cas. Et puis, j'ai commencé par regarder l'étude de Franco
sur l'expérience italienne où ils étaient complètement submergés par ces patients-là et ils ont évalué ces différentes techniques d'oxygénation dans les soins intensifs, dans les lits de pneumologie, notamment l'OHD, que vous voyez en premier dans la première colonne, la CPAP et même la VNI. Et on peut voir en ce qui concerne sur la première ligne la mortalité et sur la deuxième sur le risque d'intubation, une fois ajusté sur la gravité, il n'y a pas de différence entre les trois traitements. C'est bien embarrassant. Alors, est-ce qu'il y a un risque malgré tout, si on regarde des patients qui ont eu une technique qui améliore bien l'oxygénation et qui peut retarder l'intubation, est-ce qu'il y a un risque de surmortalité? Là, l'étude américaine, vous voyez sur la première ligne de ce tableau la mortalité en fonction du délai d'intubation avant 8 heures, entre 8 et 24 heures et supérieur à 24 heures. Eh bien, en fonction du délai d'intubation, il n'y a pas de différence de la mortalité. Vous voyez le petit p à 0,7. Et quand on regarde les traitements reçus en proportion chez les patients qui étaient intubés tardivement, vous avez dans 3/4 des cas de l'oxygénothérapie à haut débit. Donc en tout cas, quand on l'utilise comme ça dans notre pratique, il ne semble pas que ça induise un risque de surmortalité en raison d'une intubation retardée. Et puis il y a eu quelques études observationnelles, je vais vous en montrer deux études françaises. La première conduite par Alexandre Demoule, qui a comparé de manière observationnelle chez des patients qui avaient des critères de détresse respiratoire qui sont rappelés dans le cadre en haut à droite, polypnée SPERA25, atteinte bilatérale et de l'oxygène. Ils ont comparé le devenir des patients qui avaient reçu de l'oxygénothérapie à haut débit à ceux qui n'en avaient pas reçu, qui étaient restés sous oxygène. Et quand même, plus de 270 patients, et en essayant d'apparier grâce à un propensity score, pour essayer d'avoir la même gravité de patients dans les deux groupes, on peut voir que finalement le pronostic était très peu différent là sur les courbes de Kaplan-Meier. Et quand vous regardez la mortalité, l'intubation, en effet, il y avait une différence, 55% d'intubation sous OHD versus 72 sous oxygène, mais la mortalité ne différait pas, on était aux alentours de 22%. Et ce résultat, il est retrouvé dans une autre étude française d'Avicenne, et là, vous voyez, on avait avec également un propensity score ou un équivalent, on voit qu'on a à peu près les mêmes taux d'intubation, 74%, plus de 70% quand on est sous oxygène versus 50% quand on est sous OHD, mais pas de différence sur la mortalité. Donc, il est difficile de conclure encore la supériorité complète d'une technique sur l'autre. Et enfin, il y a quelques mois, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a eu cette étude italienne, randomisée contrôlée, qui a comparé l'OHD à la VNI administrée par Helmet. Et donc, vous voyez en haut à droite que les réglages du Helmet étaient donc 10 d'aide et 12 de PEP. Donc, vraiment, une ventilation non invasive qui n'est pas menée comme on l'a fait jusqu'à présent dans les études, où le niveau de PEP était aux alentours de 5, 6, 8 parfois, mais là, plutôt à 12. Et le critère principal sur ces 100 patients qui ont été inclus était les respiratory support free days, c'est-à-dire le nombre de jours à J28 sans aucun support tel que l'OHD, la ventilation invasive ou la VNI Helmet. Et là, il n'y avait pas de différence. Mais regardons un petit peu plus. Et là, ce n'est pas difficile à voir, c'est la figure. On peut regarder le risque cumulatif d'intubation, donc sur ces courbes de Kaplan-Meier. Eh bien, on peut voir que les patients qui avaient bénéficié du Helmet étaient moins intubés que les patients qui avaient reçu de l'OHD. Donc, on a envie de dire, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Mais regardons un peu le tableau des résultats. Et donc, on a bien vu que l'intubation était en faveur, le risque de l'intubation était en faveur du Helmet, mais en ce qui concerne la mortalité, par contre, NS, que ce soit J28 ou à J60, alors si vous regardez de près, vous dites « Ah, mais il y a peut-être une petite tendance à J28, mais la tendance, elle s'inverse à J60. » Donc vraiment, pas de différence sur la mortalité. Donc ça veut dire, OK, on n'intube pas les patients on intube moins les patients quand on est sous Helmet, mais quand ils sont intubés, ça se passe moins bien. Ils meurent plus. Et pourquoi on les intube moins ? En fait, je faisais partie du comité d'adjudication extérieure pour pas valider les critères d'intubation, mais vérifier qu'ils étaient bien respectés. Et j'ai été surpris, par rapport à nos habitudes françaises,
que les critères prédéterminés d'intubation comprenaient les signes de détresse respiratoire, la dyspnée, les niveaux d'oxygénation, donc l'hypoxémie, on va dire, l'acidose, mais pas la fréquence respiratoire. Alors que nous, dans notre pratique, on attend une polypnée très élevée, on attendait même 40 de fréquence respiratoire avant de décider d'intuber un patient. Donc là, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Donc ce qui veut dire peut-être que, voilà, il y a des patients dans le groupe OHD qui ont été intubés parce qu'ils étaient hypoxémiques, peut-être pas en hyperventilation, mais hypoxémiques. Et c'est vrai que j'ai été surpris parfois de voir des patients qui avaient une fréquence 28, 30, 35 et qui étaient intubés, ce qui peut se comprendre néanmoins. Donc probablement des indications un petit peu plus larges d'intubation qui peuvent expliquer ces résultats. Mais il y a peut-être encore un moyen d'améliorer la prise en charge de ces patients avec l'OHD. Et je vous invite à aller à la session de Fischer-Paykel Symposium demain, où Stéphane Herman parlera de l'étude iProne Covid et donc des effets du DV des patients traités par OHD au cours de la pneumonie à SARS-CoV-2. Et puis nous attendons les résultats également de l'étude SOHO que nous menons à Poitiers dans différents centres, et vous y participez probablement, où on va regarder ce qui se passe chez les non-Covid en reprenant des hypoxémies sévères et dans laquelle on comparera OHD versus oxygène. Et puis chez les patients Covid, chez qui on regardera également ces deux thérapeutiques, mais on prendra également des patients non polypnéiques pour savoir justement, essayer de répondre à la question de est-ce qu'il faut mettre tôt des techniques d'oxygénation puissantes telles que l'OHD. Pour conclure, donc dans l'insuffisance respiratoire aiguë de novo, l'OHD semble être une alternative à l'oxygène standard, mais on a un niveau de preuve qui est plutôt faible pour l'instant. D'autres études sont nécessaires pour répondre à la question, et je pense que SO nous aidera à répondre. Et en ce qui concerne l'insuffisance respiratoire aiguë due au virus SARS-CoV-2, il faut peut-être prendre en compte aussi l'hypoxémie sévère initiale et cette hypoxémie silencieuse qui soulève la question du moment où il faut débuter ces techniques d'oxygénation. L'alternative à l'oxygène standard semble être l'OHD en premier, et peut-être il y a quelque chose à faire avec le LMET, mais vraiment à un niveau de preuve très très bas. Il nous faut encore d'autres études. Je vous remercie pour votre attention.